Merci Anne-Claude pour cet exposé lumineux. Je vais essayer d'assurer une certaine complémentarité, une séquence logique entre les communications. Et j'ai demandé à Pierre Judet de Lacombe s'il veut bien prendre la suite d'Anne-Claude. Il y a un truc là. Bon, merci beaucoup d'être là et je suis vraiment content de reprendre cette réflexion que j'avais, c'est vrai, menée un temps avec Heinz Wiesmann dans notre livre « L'avenir des langues » que nous sommes en train de reprendre. Puisque, comme il a été dit, la question, ce n'est pas idiome contre idiome, l'anglais ou le chinois contre ou avec le français, mais c'est bien la question de qu'est-ce qu'on entend par langue et aussi par usage de la langue d'abord. Et c'est ça qui est au centre. Et la question qui est la nôtre aujourd'hui, c'est quelle est la valeur de la diversité des langues, non pas en général, ça c'est une autre discussion, mais pour l'université, en tant qu'institution. Et une institution qui vise l'universel par vocation, elle ne peut pas y renoncer. Alors, je crois que les missions de l'université sont 3, et on ne va pas pouvoir tout détailler, mais au moins avoir ça en tête, parce qu'on oublie trop souvent la 3e mission. La première, c'est évidemment la découverte scientifique. La 2e, c'est l'enseignement des méthodes, des moyens de la découverte scientifique, dont les langues, tous les outils. Mais la 3e, c'est la restitution à la société qui nous paye et qui nous mandate des effets de la découverte scientifique. Il ne s'agit pas seulement de vulgarisation et d'expertise, mais d'un travail sur ce qu'apporte la science dans une société où souvent ce que dit la science est contraire à beaucoup de valeurs dominantes. Donc comment procède-t-on? Alors d'abord, je crois qu'il faut partir d'une notion qui me paraît extrêmement utile, c'est celle du colinguisme de René Balibar, sens que toute langue se fait avec d'autres langues, contre, pour, en intégrant d'autres langues. Aucun individu ne parle qu'une seule langue. Nous sommes tous dans du colinguisme. Et c'est ça qui fait la culture et même la possibilité d'une histoire de la culture, que ce soit entre le français et le latin autrefois, entre les dialectes et le français, ou entre, pour ce qui nous concerne, les langues vernaculaires, comme on disait, les langues ordinaires, mais qui ont différents niveaux. Ce sont elles-mêmes, il y a du colinguisme dans ces langues. L'anglais international de nos sciences et aussi les langages formels vers lesquels nous tendons plus ou moins selon les disciplines que nous pratiquons. Et là, il y a du colinguisme en permanence et tout le problème est de savoir, d'un point de vue politique, quelle valeur donner à ce colinguisme, s'il en a une. Et je crois que là, il faut vraiment distinguer entre la découverte scientifique, l'enseignement des moyens de la découverte et ensuite la restitution à la société de ce que l'on découvre. Si on part donc de ce phénomène central du colinguisme, y a-t-il un colinguisme inhérent aux sciences? Est-il un obstacle, comme on dit souvent, quand on dit que si la science est universelle, il faut que sa langue soit elle-même universelle, à savoir l'anglais universel. Mais là, je veux dire, il y a du fétichisme et donc il y a un rapport de causalité parfaitement, non construit, non pensé. Il s'agit plutôt de voir en quoi le colinguisme permet la découverte scientifique. Et là, je partirais d'un vieux philosophe, on ne lit plus tellement, Heinrich Rickert, au sens où, vous savez, en bon kantien, il ne parle pas des objets de la science, mais il parle plutôt des intérêts de la connaissance, des types de rapports que l'on a avec les objets. Et les sciences se distinguent, pense-t-il, et ça je crois que ça vaut toujours, selon que les sciences visent des généralités, visent à reconstruire des lois, ou au contraire visent des singularités ou des individualités, donc notamment dans les sciences historiques, mais pas seulement, aussi dans les sciences de la nature. Et là, on a deux usages du langage qui sont différents selon ces deux intérêts de la connaissance. Et si on prend les sciences sociales, que je connais mieux étant philologue dans une institution de sciences sociales, donc les sciences sociales, on le voit, sont déchirées entre d'une part une volonté de modéliser, de trouver des légalités, donc de généraliser d'une part, et de l'autre côté de rendre compte de singularités ou d'événements, d'individualités, notamment dans les sciences historiques ou littéraires. Mais chaque science est prise dans cette dualité. Et donc comment ça se passe au niveau du langage et surtout comment ça se passe au niveau du colinguisme. Alors pour parler des sciences généralisantes, donc pas seulement les sciences de la nature, mais aussi des sciences de la société, on voit qu'il s'agit de construire des modèles, ces modèles reposent sur des concepts dont on suppose qu'ils sont clairement définis.
Une fois qu'un concept est clairement défini, il peut s'exprimer dans n'importe quelle langue, à condition, comme cela a été dit, que cette langue soit une langue scientifique. Et donc, quand il s'agit de dire la définition d'un concept, on peut le dire en chinois, en grec ancien ou en anglais. Je veux dire que à ce niveau-là, l'idiome est indifférent. C'est pour ça qu'il faut évidemment, donc, dans la politique scientifique, que tous nos étudiants connaissent très bien l'anglais. Ça, c'est la moindre des choses, c'est une condition de réussite. Mais quand on dit cela, on n'a encore rien dit, parce que là, on fait comme si la science savait de quoi elle parlait. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du travail de l'élaboration des concepts. Et c'est là qu'interviennent les langages naturels, dans cette tension entre les langues donc, telles qu'on les parle, qui sont elles-mêmes multiples, et d'autre part, ce langage conceptuel que l'on suppose être clair et univoque, qu'il ne l'est jamais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'argumentation qu'on peut redéfinir les concepts. Et là, j'adhère complètement à ce qui a été dit. Pour parvenir au concept, on procède par étapes, et même dans les sciences dures, ou dans les sciences sociales, quand on parle de structure, même quand on parle de nature, quand on parle d'espace-temps, ce sont des métaphores. Ce sont des métaphores qui, par anticipation, disent ce qu'on cherche. Les concepts sont d'abord poétiques, non pas que la science soit poétique, mais d'abord on utilise comme forme de synthèse, de raisonnement non encore développé, on utilise des concepts pris du langage ordinaire, comme le prix, la valeur, par exemple, ou un sujet, ou un acteur, ou agentivité, comme on dit maintenant. C'est-à-dire, on prend dans les langues naturelles que l'on peut transformer, on prend l'anticipation de ce que l'on va chercher. Donc le travail scientifique ne se déploie pas dans l'universel, mais c'est un travail d'universalisation à partir évidemment d'usages. Non pas des langues qui seraient comme dépositaires d'un esprit national ou d'un caractère, c'est bien comme ce qui a été dit, à partir d'usages. Et maintenant les linguistes, beaucoup, dont François Rastier malheureusement absent, pensent que la langue c'est un corpus d'usage. La langue ce n'est pas un système. Donc c'est à partir d'usages historiques que l'on tend vers le concept et que l'on peut ensuite tendre vers les formalisations. Dans les sciences qui visent plutôt à reconstituer des individualités, des événements, des époques, donc les sciences, disons, des sciences de la particularité, là le rapport à la langue est encore différent puisqu'il se trouve que dans ces langues, dans ces sciences, les objets parlent. Les objets aussi ont un langage. Bon, moi qui suis philologue et qui travaille sur Homère, je sais qu'Homère ne me répond pas quand je lui impose un sens, mais il pourrait. Et je ne quitte pas le langage naturel. Je peux formaliser, mais je formaliserai beaucoup moins, évidemment, qu'un physicien ou qu'un chimiste. Donc c'est de langue à langue. Donc la conceptualisation se fait dans une interaction, une intersubjectivité qui est en langage naturel. Et dans ce cas-là, évidemment, la connaissance de la langue de mon objet, mais aussi ma connaissance de ma langue à moi, de toutes les strates de sens qui se sont déposées dans le français. Mais comme la science est internationale et que je dois lire des Allemands, des Anglais, etc., qui parlent des mêmes textes, eh bien évidemment, je dois reconstruire leur procédure de découverte de sens et de découverte des outils qui permettent de découvrir ce sens. Et là, il y a une fiction maintenant, c'est pour ça qu'effectivement, avec un anglais qui s'imposait même dans cette vieille discipline qui est la philologie classique, eh bien on voit que ce n'est pas simplement la langue, là n'est pas un instrument, mais la langue porte avec elle tout un substrat culturel et épistémologique, puisque ce qui s'impose dans ma propre science, c'est une espèce d'empirisme, parce que c'est lié à l'anglais. Et donc il est important, au nom de la rationalité scientifique du débat, de revenir à la pluralité des langues pour montrer que les objets ne se construisent pas de la même manière selon les traditions scientifiques et culturelles de chaque langue. Et tout ça pour dire en quelques mots que dans ce cas-là, si on voit par rapport à l'université, à la politique des langues dans l'université, je crois que les conclusions sont assez claires. C'est-à-dire que, évidemment, l'apprentissage de l'anglais international, donc cet anglais qui est plus ou moins riche, ahistorique hors sol, qui n'est pas vraiment une langue, et les pauvres Anglais sont très choqués d'entendre la manière dont nous parlons anglais, c'est-à-dire très mal. Eh bien, donc ça, il faut que c'est une lingua franca qu'il faut transmettre, parce que dans les colloques, dans les séminaires à l'étranger, les étudiants auront à parler cette langue. Et là, c'est un grand bénéfice. Quand il s'agit d'enseigner les rudiments de la science, puisque nous accueillons de plus en plus d'étudiants étrangers, là, effectivement, on peut le faire aussi en anglais, mais surtout dans la langue qu'ils devront apprendre. Mais quand il s'agit de découvrir et d'enseigner les modes de découverte, on ne peut le faire que dans une langue que l'on possède extrêmement bien. C'est-à-dire dans une langue dont on connaît l'histoire, dont on voit les possibilités de métaphorisation, et surtout dans une langue qui nous permet de dire ce qui n'est pas encore su, ce qui n'est pas encore trouvé. C'est-à-dire dans une langue qui dépasse le niveau dénotatif.
Le grand reproche que l'on peut faire à l'anglais international, comme on aurait pu le faire au latin ou au français autrefois, c'est que ce sont des langues dénotatives. C'est-à-dire que ce sont des langues qui font comme si on savait de quoi on parle. Et là, or, la science, elle vise à inventer des concepts ou trouver des interprétations, et ça ne peut se faire que par un jeu de langue à langue et à l'intérieur de sa propre langue et dans cette relation tout à fait dialectique et étendue avec les langues formelles. Je ne parle pas ici des langages informatifs, de l'informatique, parce que là ce sera encore une autre chose, on est encore à un autre niveau de langue, mais ça c'est une toute autre discussion. Alors, est-ce qu'on peut être optimiste? Alors là, j'avoue que je serais un pessimiste modéré. Parce que on voit bien qu'actuellement, il y a une crispation, depuis qu'on a écrit ce livre sur l'avenir des langues en 2004 et qu'on est en train de reprendre, il y a une crispation idéologique sur le langage, crispation double. Et je pourrais dire qu'en 2 mots, qu'on assiste au développement de 2 types de fondamentalisme qui se présentent comme étant opposés, un fondamentalisme moderne, progressiste, etc., et un fondamentalisme anti-moderne, religieux ou nationaliste, qui est florissant partout, comme vous savez. Or, non seulement et cela est lié au langage. Alors, non seulement ces 2 fondamentalismes que l'on prend comme opposés sont solidaires. Bachar el-Assad est un libéral sur le plan économique, donc ça, il faut bien s'en rendre compte, de même que le nouveau président du Brésil. Donc, on peut être raciste ou tribaliste et en même temps pour l'anglais international. Et pour l'idée d'une langue dénotative, d'une langue qui dit la réalité telle qu'elle est. Et donc, c'est comme si, à chaque fois, dans ces 2 fondamentalismes, on dit la réalité, c'est cela. Ou bien on le dit du point de vue de la dénotation. On dit, je sais dire ce qu'est un prix, ce qu'est un mouvement économique, ce qu'est une valeur, ce qu'est la réalité. Donc, je l'impose. Dans ce cas-là, on est vraiment dans du performatif dur. Donc, au-delà de la dénotation. Ou du côté des fondamentalismes racistes, nationalistes ou religieux, qui sont de même structure. Au contraire, là, c'est la connotation qui devient, avec toutes les valeurs mythiques du langage, qui devient un moyen de dire le réel tel qu'il doit être. Il ne peut pas être autrement. Dans les 2 cas, c'est comme cela. Et pour lutter contre cela, évidemment, ce qu'il faut promouvoir, et là ça a été vraiment dit, c'est l'idée que le langage est un milieu historique. Le langage est un milieu pluriel de constitution ce n'est pas un code, justement. Ce n'est pas une chose qui permet de dire la réalité ou de doubler la réalité ou de faire comme si on disait la réalité. Le langage n'est pas une ontologie. Le langage est un mode de construire des rapports aux objets, des rapports multiples, et c'est pour ça que l'exercice essentiel qui devrait être au cœur même des examens dans l'université, c'est la traduction. Non pas la traduction simplement de pouvoir faire des énoncés dans n'importe quelle langue qui soit efficace, mais de comprendre les grands textes scientifiques qui ont permis de définir des rapports au réel. Et là où je peux dire que je suis modérément optimiste, c'est que j'avais pris, il faut que je le retrouve, un texte donc de la Commission européenne qui est en discussion sur les compétences pour l'enseignement à long terme, tout au long de la vie, et bien qui définit comme première compétence la connaissance de la langue maternelle. Bon, là, je ne trouve pas ma feuille, évidemment. Et la compétence de la langue maternelle consiste à dire savoir s'exprimer ce qu'on pense, c'est-à-dire, et non pas être en rapport à la langue et en rapport aux langues. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dans les programmes, donc là, je vois, c'est la Commission européenne, le Conseil de l'Europe est plus ouvert là-dessus. Mais aussi dans ce qui a été le socle commun des compétences et connaissances pour l'enseignement obligatoire en France, signé en 2015, la compétence linguistique est uniquement la compétence de transmettre ce qu'on pense par des moyens linguistiques appropriés, et ensuite la compétence de comprendre ce qui a été dit. Ce n'est jamais la traduction, ce n'est jamais la connaissance, la compréhension de ce qu'est le langage. On appelle ça compétence, ce sont en fait des savoir-faire, ce n'est pas du tout de la compétence. La compétence consisterait individuelle à pouvoir juger de la pertinence de ce qui est dit, d'accord, mais aussi de se demander pourquoi ça a été dit comme cela par les interlocuteurs dans un texte ou dans une discussion internationale. Je vous remercie.